Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information de ce mardi 22 mars. Je suis ravie de vous retrouver pour faire le point sur l'actualité martiniquaise et j'en profite pour souhaiter bonne fête à toutes les Léas. Retrouvons tout de suite les titres de l'actualité que nous développerons dans l'édition. Les élus de la CTM visitaient ce mardi différents centres d'apprentissage pour faire un point sur leurs besoins. Le RSI a signé une convention avec la Chambre des métiers, l'occasion de revaloriser la déclaration d'activité professionnelle. Dans la continuité de la Journée internationale des femmes, une journée défense et citoyenneté était organisée sur les thématiques droits et place des femmes et les femmes dans l'armée. Commençons cette édition par l'attentat qui a paralysé la Belgique ce mardi matin. En effet, peu avant 8 h, 2 explosions ont eu lieu à l'aéroport de Bruxelles. Peu après, avant 9 h, c'est une station de métro du quartier des institutions européennes qui était visée. Ce double attentat revendiqué par l'État islamique a fait, selon le dernier bilan, 34 morts et environ 230 blessés. La Belgique ainsi que tous les pays ont renforcé leur niveau de sécurité. La France a également exprimé son soutien et sa solidarité. Écoutons tout de suite les réactions du président François Hollande et de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. La guerre contre le terrorisme doit être menée dans toute l'Europe et avec les moyens qui sont nécessaires, et notamment en matière de renseignement. Et nous aurons encore à veiller à ce que les décisions soient effectivement mises en œuvre. Nous devons également agir au plan international. C'est ce que la France fait dans le cadre d'une coalition au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak. C'est ce que la France fait en Afrique. Mais c'est aussi ce que chacun des pays les plus conscients doit engager au plan international. Cette guerre contre le terrorisme doit être menée avec sang-froid, avec lucidité, avec détermination, parce qu'elle sera longue. Ce matin, dès les attaques de Bruxelles connues, j'ai décidé de déployer 1600 policiers et gendarmes supplémentaires en différents points du territoire, à la fois sur les contrôles aux frontières, mais également dans les infrastructures de transport aérien, maritime et ferroviaire. Des mesures de 4 ordres ont été décidées dans les transports en commun. Premièrement, les accès aux zones publiques des infrastructures de transport sont désormais uniquement réservés aux personnes munies d'un titre de transport et ou d'une pièce d'identité. Deuxièmement, des messages préventifs de sensibilisation vont être diffusés par les opérateurs, RATP, SNCF et autres opérateurs en direction du grand public. Troisièmement, dans le cadre du dispositif Sentinelle, des patrouilles de militaires vont être réorientées sur ces sites pour épauler les forces déjà présentes. Enfin, des mesures de contrôle et de palpation vont être systématisées et déployées. Continuons avec la visite des élus de la collectivité territoriale de Martinique. En effet, ce mardi, ils ont visité différents centres d'apprentissage martiniquais. L'occasion de faire un bilan et de faire le point sur leurs besoins. Un reportage de Jean-Pierre Zabulon. Il s'agissait ce matin de faire un état des lieux des bâtiments de Trinité, du François, de Dillon et de Schellcher, mais aussi de rendre une visite aux stagiaires qui sont en situation. Nous les avons rejoints à l'école de formation professionnelle maritime et aquacole de Trinité. Les responsables nous indiquent qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a des choses à améliorer au niveau de l'équipement. Ils ont un fort besoin qu'ils nous ont transmis ce matin. Et au niveau des bâtiments, ce sont des bâtiments qui ont un certain âge. Il y a effectivement de l'entretien à faire. Ce sont des bâtiments qui appartiennent au patrimoine de la collectivité territoriale. Et la collectivité territoriale pour intervenir de façon à améliorer les bâtiments et les mettre dans des conditions de sécurité pour les occupants. Nous avons de nouveaux élus, nous avons des administratifs et il était intéressant pour eux de venir visiter, de voir de quoi on parle, de quoi on discute, parce que c'est vrai que mais la formation professionnelle, on en discute au niveau des commissions, il y a des demandes qui sont faites en matière d'équipement, en matière de travaux. De nouveaux élus ne connaissaient pas l'installation, c'est pourquoi nous sommes venus leur montrer et nous recueillons évidemment les requêtes
du directeur pour pouvoir améliorer les conditions dans lesquelles ces formations vont se dérouler. Parce que nous croyons au métier de la mer. D'ailleurs, notre commission, nous avons une commission, c'est plus une commission pêche, c'est une commission de développement de l'économie de la mer. Mon but aujourd'hui, c'était de leur remontrer à ceux qui ne connaissaient pas le but de l'outil et les difficultés que peut avoir l'outil, et puis bien sûr ce que permet de faire l'outil, c'est-à-dire les formations, mais pas seulement des formations, c'est-à-dire un passage, parce que l'outil est quand même un passage obligatoire pour pouvoir travailler en mer. Personne ne peut travailler en mer s'il ne passe pas à travers un centre de formation maritime, qui est sous l'égide bien sûr de la direction de la mer. Ce programme s'inscrit dans le calendrier des visites des centres de formation et d'apprentissage lancés au début du mois de mars par les élus de la commission. Une convention était également signée ce mardi entre le RSI et la Chambre des métiers. L'occasion de présenter l'intérêt de déclarer son activité professionnelle. Également l'occasion de présenter les accords passés avec le RSI. Jean-Pierre Zabulan nous en dit plus. La Chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique et le régime social des indépendants ont décidé d'unir leurs efforts pour offrir un service homogène et de meilleure qualité aux chefs d'entreprise. C'est ainsi que ce matin, les deux institutions ont signé une convention afin de mutualiser leur expertise, de faciliter les démarches des entreprises et de prévenir les difficultés qui pourraient survenir dans le cadre de leur activité, une façon pour le RSI de contrer l'image négative qu'elle véhicule. Depuis quelques mois, le RSI a été beaucoup décrié au niveau national par les médias et par beaucoup de partis politiques. On nous a présentés comme des percepteurs, des empêcheurs de tourner en rond, d'être la cause de faillite de beaucoup d'entreprises, ce qui n'est pas vrai. Alors je voulais premièrement déclarer une chose, c'est qu'il a été prouvé par des arrêtés des tribunaux qui ont été sollicités que le régime social des indépendants est obligatoire pour tous les indépendants, c'est-à-dire les commerçants, les artisans et différentes professions libérales. En contrepartie, nous ne sommes pas des percepteurs parce qu'en réalité, nous prélevons des revenus qui sont différés. Parce que nous assumons la couverture sociale, couverture maladie, et à l'âge de la retraite, nous servons une retraite à ceux qui auront cotisé. Donc c'est un revenu qui est différé et ce n'est pas un prélèvement, simplement un impôt. Donc je conseille à tous les indépendants de rentrer dans les rangs parce que c'est d'abord obligatoire, mais ils n'auront que des avantages. Il serait trop long ici de vous expliquer, mais la signature avec la Chambre des métiers a comme objectif de pouvoir informer la totalité des populations concernées sur les avantages du RSI et tout ce que nous pouvons leur offrir. Parce que nous avons un panel d'avantages que les gens ignorent. Cette convention permettra donc aux chefs d'entreprise de mieux comprendre le RSI, qui est leur interlocuteur social unique pour l'ensemble de leur protection sociale obligatoire, de leur immatriculation à leur retraite. Vous l'avez reconnu, il s'agissait bien de la voix de Manuela Montlouis. Parlons des femmes à présent. Dans la continuité de la Journée internationale des femmes, le Centre du service national de Martinique proposait ce mardi une journée défense et citoyenneté organisée autour de deux thématiques, droit et place des femmes et les femmes dans l'armée. Cette journée se tenait au quartier Gerbeau, à Fort-de-France, en collaboration avec l'association Culture Égalité. Un reportage de Walter Pintor. Dans la continuité de la Journée internationale de la femme, une journée défense et citoyenneté sur les thématiques suivantes, droit et place des femmes et les femmes dans les armées, était organisée par le Centre du service national de Martinique sur l'emprise militaire du quartier Gerbeau à Fort-de-France. À cette occasion, 125 jeunes appelés ont pu échanger et débattre avec des personnalités engagées au niveau local dans le domaine des droits des femmes à l'égal de Madame Georges Arnaud de l'association Culture Égalité. Est-ce important pour vous d'intégrer ce genre d'action au sein de la Journée défense et citoyenneté?
C'est fondamental parce que partout où il y a des jeunes, il faut leur transmettre les messages d'égalité entre les femmes et les hommes. Parce que nous savons qu'il y a encore beaucoup de relations amoureuses qui sont pleines d'agressivité, qui sont très conflictuelles, on dirait même, où il y a de la violence entre les jeunes. Et là aussi, c'est important de leur parler des lieux, des stéréotypes, des lieux de discrimination et aussi montrer à ces jeunes garçons et à ces jeunes filles que la question, les droits ont été acquis. Et aujourd'hui, on a fait le choix de montrer l'évolution des droits des femmes et ça n'a pas été quelque chose qui a été donné, que les gens se sont mobilisés, les femmes se sont mobilisées, des hommes progressistes aussi se sont mobilisés et montrer qu'il faut absolument s'engager dans la vie citoyenne, qu'on n'a pas les choses comme ça du jour au lendemain si on ne se mobilise pas et les droits des femmes sont tout le temps remis en question. Ils sont tout le temps remis en question et ça, il faut en parler avec eux. Les échanges avec les jeunes appelés ont-ils été fructueux? Il y a certains jeunes qui sont déjà sensibilisés et qui s'expriment. Mais il faut vous dire que ce sont des sujets qui ne donnent pas la parole aux jeunes. Ils restent très silencieux devant ce type de sujet parce que c'est vrai qu'ils sont assez ignorants de l'évolution et ignorantes de l'évolution des droits des femmes. Ça, c'est une réalité. Peu connaissaient en quelle année les femmes ont eu le droit de vote. Peu connaissaient la question en quelle année on a pu avoir la loi sur l'avortement, sur la contraception et même l'année où les femmes ont pu avoir un compte en banque. Ça ne date que de 1965, c'est très récent, c'est vraiment très très récent. Quel regard portez-vous sur la féminisation de l'armée? Moi je crois qu'il y a une volonté de féminiser de plus en plus le corps militaire, mais tout à l'heure il y a eu un chiffre où il y a à peu près 19% de femmes dans l'armée, 30% de civils, de femmes parmi les civils, mais ce qu'on n'a pas dit c'est combien de femmes sont au top dans la direction de l'armée et les chefs militaires. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'elles sont pratiquement inexistantes, sinon on en a voir une ou deux, mais pas beaucoup. Mais ce que je veux dire, que l'association Culture Égalité est quand même très contente de venir là et que c'est une belle initiative de cette dame, Madame Joseph, et de tous de ses collègues d'organiser cette manifestation. L'association Culture Égalité vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un autre espace d'échange. Parlons éducation maintenant. L'Espérance accueille des jeunes de 6 à 21 ans. L'établissement a pour mission d'éduquer, de former les jeunes martiniquais. Il a également, dans certains cas, la mission d'insérer socialement des jeunes en difficulté. L'Espérance développe donc des actions éducatives d'enseignement et de formation, mais aussi des activités culturelles et sportives au service des élèves. Jean-Pierre Zabulon s'est rendu à l'Espérance. Reportage. 150 ans après la naissance du fondateur Adolphe Triard, la mission fondatrice n'a pas changé et reste dédiée à l'accompagnement de la jeunesse et des familles fragilisées. Mais entre-temps, l'association L'Espérance Patronage Saint-Louis a développé de nouveaux programmes d'accueil, d'éducation, de formation et d'insertion. L'évolution de leur identité visuelle, qui est la première perceptible, n'est pourtant que le reflet des nombreux changements souvent méconnus du grand public. Ce que nous voulons dire aujourd'hui, et ce qui est important pour nous, c'est de dire à tous les Martiniquais que nous sommes différents de ce qu'ils ont souvent en tête. Et pour marquer cela, nous avons réécrit notre projet éducatif et nous avons également changé le nom de nos établissements scolaires. Nous nous appelons désormais l'ensemble scolaire Saint-Jean-Paul II, qui dispose d'une école primaire, d'un collège, d'un lycée professionnel, avec deux filières phares qui sont la filière cuisine et la filière froid et climatisation. La filière cuisine qui organise un dîner de charité par exemple chaque année avec Marcel Ravin, et la filière froid et climatisation qui est la seule filière froid et clim de toute la Martinique au niveau scolaire aujourd'hui. Donc l'objectif de la formation, c'est de permettre aux jeunes, au cours d'un cursus de 2 ans, de devenir des professionnels chargés de l'installation des équipements et de la maintenance des équipements frigorifiques et de climatisation. Donc, au cours de ces 2 années, ils vont intégrer des connaissances et ces connaissances acquises leur permettront par la suite de savoir, par exemple, de savoir lire un plan, définir une méthodologie de travail. Ils auront à choisir des équipements, à les installer et à les relier entre eux. Et enfin, ils auront à mettre en service des installations et bien sûr procéder au réglage tant de sécurité que de régulation. Ça se passe bien dans l'ensemble.
Les professeurs plus le temps pour nous, de nous expliquer les choses. Donc, dans l'ensemble, c'est bien. Espérance a ouvert de nouvelles structures. ACI, Espérance Formation Insertion, Boutique Solidaire, Maison des Familles. Ces établissements d'origine se sont adaptés au contexte social et aux besoins des jeunes et des familles. La maison d'enfants s'origine vers des hébergements plus familiaux et met en œuvre le projet personnalisé du jeune. Aujourd'hui, 80% des jeunes accueillis à la maison d'enfants sont scolarisés à l'extérieur. Partons à la Pointe-Fola, au Vauclin à présent. L'établissement d'éducation spéciale Les Lucioles y organisait ce mardi un village de Pâques. Cette 10e édition rassemblait comme chaque année des personnes atteintes d'autisme autour des jeux traditionnels et de l'eau. L'occasion également de faire connaître l'autisme et ses causes. William Zali a rencontré les organisateurs de ce village de Pâques. Reportage. L'établissement d'éducation spéciale Les Lucioles organise chaque année une manifestation intitulée Le village de Pâques. L'objectif de cette 10e édition est de rassembler toutes les personnes atteintes d'autisme. Une journée d'activité autour de jeux traditionnels et de l'eau qui est un élément de développement en autonomie et de confiance en soi. Nous les avons rejoints ce matin à la Pointe-Fola au Vauclin. Chaque année maintenant, on est à Lens-Fola, on invite des institutions et une école d'ailleurs et on s'organise alentour de jeux. Tout le monde participe et il n'y a pas de différence. Le site est quand même assez praticable. On a un espace suffisamment plat pour installer les jeux. On a des collègues qui ont quand même des contacts sur la commune du Vauclin. Donc ça nous aide parce que c'est pas toujours évident. Et le maire du Vauclin nous rend toujours les choses un peu plus faciles pour pouvoir exploiter le site. Un partage avec notamment les gens qui sont sur la plage, qui ne connaissent pas forcément les enfants autistes, ce qu'ils sont capables de faire. On échange aussi avec une école et des enfants qui sont dits neurotypiques. Donc à ce moment-là, tout le monde s'amuse et puis on ne voit pas forcément de différence entre chaque enfant, quoi. Nous avons fait des jeux, nous avons fait une baignade, nous avons fait du kayak, nous avons joué et nous avons aidé les autistes à faire des jeux pour qu'ils se sentent bien. Aujourd'hui, ça s'est bien passé. On a joué avec les autistes, ils se sont bien amusés. On est au Vauclin, au village de Pâques. C'est une pathologie qui n'est pas forcément connue de tous. Même moi, quand j'ai commencé à travailler dans l'autisme, je ne m'attendais pas forcément à rencontrer des enfants aussi vivants. Parce qu'on a plutôt des stéréotypes, des enfants renfermés sur eux-mêmes, alors que quand on leur propose des activités comme celle-là, ou même au centre, des activités sportives, des activités ludiques, du travail à la table et des choses comme ça, je trouve qu'ils sont quand même assez ouverts. Et on n'a pas forcément idée de toutes les différences qu'il y a entre chaque enfant. Parce que bon, un enfant autiste n'est pas forcément comme un autre enfant autiste. Il y a beaucoup d'hétérogénéité et c'est quand on les connaît qu'on constate. En tout cas, ça fait du bien quand même de voir déjà les parents constater que leurs enfants sont capables de faire énormément de choses, de voir, notamment quand on vient dans des milieux extérieurs comme ceux-là, les gens portent un autre regard sur les enfants parce qu'ils voient et constatent par eux-mêmes tout ce qu'ils sont capables de faire. Et ça nous fait tous plaisir. Ce rassemblement interinstitutionnel a été aussi l'occasion de faire connaître à un grand nombre de personnes ce qu'est l'autisme et ses causes. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, les informations nationales et internationales avec Euronews. Puis, à 20h30, retrouvez votre émission Libre Antenne. Passez une excellente soirée sur Zouk TV. À demain.